Bonjour à tous. Dans cette vidéo, on va apprendre à calculer le champ électrostatique créé par une distribution continue de charge en utilisant le théorème de Gauss. Alors, cette série de vidéos a un but méthodologique et pour illustrer cette méthode, on va se positionner dans le cadre d'un exemple qui est celui où on a une distribution continue de charge à symétrie sphérique. On peut imaginer qu'on a des charges réparties dans l'espace au sein du volume d'une boule ici, et on va imaginer que cette boule est chargée en volume et que la manière dont c'est réparti est caractérisée par une certaine densité volumique de charge, ρ. Donc ça, c'est un nombre de coulombs par mètre cube de notre boule ici. Alors le problème est bien posé. Dans tous les exercices qu'on va essayer de résoudre, on aura toujours la même problématique, être capable de déterminer le champ électrostatique en n'importe quel point M de l'espace créé par cette densité volumique ici de charge. Donc par exemple ici. Alors la première étape préalable, qui est toujours la même, qui est commune à la majorité des problèmes de physique, consiste à choisir un système de coordonnées adapté au problème. Ici, on travaille avec une répartition de charge qui est répartie dans une boule. La symétrie est visiblement une symétrie sphérique. On va donc repérer notre point M par un système de coordonnées sphériques. Et ces coordonnées dans ce système seront donc R, θ et φ, avec le centre du système de coordonnées positionné au centre de la distribution de charge. Alors, une fois ce système de coordonnées choisi, la problématique est la suivante. Nous voulons déterminer le champ électrostatique en ce point M ici. Et ce champ électrostatique, dans ce système de coordonnées, peut être caractérisé par un vecteur colonne dont les composantes sont ER, Eθ et Eφ, avec chacune des composantes dépendant des trois coordonnées sphériques R, θ et φ. D'accord? Donc, être capable de déterminer ces trois composantes ici du champ électrostatique au point M revient à être capable de résoudre le problème. Alors, avant de nous lancer dans l'application du théorème de Gauss, qui va être l'outil que l'on va utiliser ici pour répondre à cette problématique, il s'agit d'essayer de simplifier la situation, de réduire ce champ électrostatique en utilisant les symétries de la distribution de charge qui le crée. D'accord? Donc on va se reposer fortement sur un principe fondamental qui est le principe de Curie, qui dit, dans ce cas ici, que si cette distribution de charge admet une certaine symétrie, alors on va retrouver la même symétrie dans le champ électrostatique créé. D'accord? Donc cette réduction du champ des possibles pour notre champ électrostatique ici, on appelle ça déterminer sa structure. D'accord? Donc on va essayer de déterminer dans un premier temps, simplement avec des arguments de symétrie, la direction dans laquelle pointe ce champ électrostatique, et ensuite on déterminera les variables desquelles il dépend. Parce qu'il s'avère dans un problème symétrique, le champ électrostatique ne va pas dépendre des variables R, θ et φ, et dans un problème à symétrie sphérique, il s'avère que pas toutes ces composantes vont être non nulles. OK? Alors, c'est une étude, l'étude de ces symétries qui se fait en deux temps, et je préconise dans un premier temps de ne pas mélanger ces deux étapes. La première étape, c'est la recherche des plans de symétrie de notre distribution de charge. D'accord? Ça, c'est l'étape numéro 1 de notre entreprise de réduction de notre champ électrostatique. D'accord? Plan de symétrie de quoi? De la distribution de charge que je vais caractériser par sa densité ici, la ρ. D'accord? Alors pourquoi on fait ça? Parce qu'on sait, d'après le principe de Curie, que, avec un peu plus de précision que ce que j'ai énoncé tout à l'heure, qu'en un point M appartenant à un certain plan de symétrie de la distribution de charge, on sait que le champ électrostatique va lui-même appartenir à ce plan de symétrie. Donc, si on est capable de trouver un plan de symétrie, on va pouvoir localiser notre champ électrostatique dans ce plan. Et si on peut en trouver plus d'un, eh bien, on va pouvoir réduire encore plus notre champ électrostatique. Typiquement, si on en trouve deux ou plus, eh bien, ça peut nous amener à une situation dans laquelle le champ électrostatique est orienté dans une certaine direction de l'espace, simplement grâce à des arguments de symétrie. OK? Alors,
des plans de symétrie ici, il y en a une infinité. Je préconise ici de suivre une méthode qui pourra, elle, s'appliquer à des cas où on ne sera plus en symétrie sphérique. Alors l'idée est très simple, c'est de prendre quelques secondes pour représenter les trois vecteurs de la base du système de coordonnées avec lequel on travaille. Ici c'est le sphérique, donc je vais représenter le vecteur ER, d'accord, qui est donc le vecteur qui porte la droite OM ici, d'accord, donc ça c'est notre ami ER. Eθ, bah, tout dépend de ce que vous appelez θ. Ici, θ, ça va être l'angle entre l'axe OZ, hein, que j'imagine ici vertical, d'accord, et le vecteur OM, d'accord. Ça, c'est l'angle θ, d'accord. Et donc, le vecteur Eθ, il porte la direction d'ouverture comme ça de cet angle θ. Et donc, sur mon dessin, je vais représenter le vecteur Eθ comme pointant ici vers le bas, d'accord. Ça, c'est le vecteur Eθ dans mon système de coordonnées sphérique. D'accord? Et ensuite, avec la règle des trois doigts de la main droite, d'accord, le pouce dans ER, l'index dans Eθ, le majeur dans Eφ, on trouve que le troisième vecteur de la base sphérique, il est vers l'arrière, il rentre à l'intérieur du tableau. D'accord? Alors pourquoi ça peut être utile de dessiner ces trois petits vecteurs? Ben, ça va nous aider à caractériser les plans de symétrie. Alors, une manière de caractériser un plan, c'est à travers un point qui appartient au plan et la donnée de deux vecteurs non collinéaires. D'accord? Donc ici, on va se servir de ces vecteurs de la base sphérique pour caractériser nos plans de symétrie. Alors, si on regarde cette boule là, comme ça en détail, hein, on se rend compte que des plans de symétrie qui passent par le point M, d'accord, et ça c'est essentiel, il y en a une infinité. Ce sont en fait tous les plans qui s'enroulent comme ça autour de la droite OM. D'accord? Alors ça ne pourra pas se généraliser à tous les cas, donc je vais préférer ici simplement écrire deux plans de symétrie explicitement, qui sont le plan M, ER, Eθ. Ça, c'est un premier plan de symétrie, d'accord? Le plan MER Eθ, c'est donc, bah, par rapport à ma représentation ici, le plan du tableau. D'accord? Ça, c'est un premier plan de symétrie. Il y en a un autre, au moins, d'accord, qui est le plan MER Eφ. D'accord? MER Eφ, d'accord, j'imagine que je tranche ma boule comme ça, dans une direction perpendiculaire à la direction du tableau. C'est un plan de symétrie qui contient le point M. D'accord? Donc ça, ce sont deux plans de symétrie. Et c'est suffisant parce que je sais qu'au point M ici, le champ électrostatique appartient à la fois au plan MER Eθ, donc il est à la fois dans le plan du tableau, mais il doit aussi appartenir au plan MER Φ, parce que MER Φ, c'est aussi un plan de symétrie. D'accord? Donc dans le plan qui est orthogonal à MER Eθ, comme ceci. D'accord? Et donc le champ électrostatique, il doit donc appartenir à ces deux plans en même temps. D'accord? Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est donc dans l'intersection de ces deux plans. D'accord? Donc d'après le principe de Curie, j'en déduis que le champ électrostatique au point M appartient à la fois à M, ER, Eθ, d'accord? Et il est dans l'intersection avec le plan M, ER, Eφ. D'accord? Donc ça veut dire quoi ça? C'est quoi l'intersection du plan MER, Eθ et MER, Eφ? Eh bien c'est la droite OM. Ça veut dire que le champ électrostatique, s'il est dans l'intersection des deux, il est nécessairement selon la droite ER. D'accord? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il est selon la droite ER, je vais l'écrire ici, c'est-à-dire IE, d'accord? S'il est selon la droite ER, alors nécessairement les composantes Eθ ici et Eφ, elles valent quoi? Bah, nécessairement, s'il est selon ER, ces deux composantes doivent être nulles. D'accord? Ça, c'est égal à 0. D'accord? Donc, notre champ électrostatique, il a une seule composante non nulle qui est celle qui est selon ER. D'accord? Donc, je vais l'écrire, ça. Hein. On a bien avancé. Le champ électrostatique, suite à l'étude des plans de symétrie au point M, est un vecteur qui n'a qu'une seule composante, qui est la composante selon ER. D'accord? Ouais? Ça, c'est beaucoup, déjà, c'est un beau résultat. D'accord? On peut le dessiner, hein, notre champ électrostatique au point M. Du coup, hein, il est comment? Bah, il est quelque part selon ER. D'accord?
Ok, il est quelque part ici. D'accord? Ça, c'est E au point M. Il est radial. D'accord? Alors ça, c'est bien, mais on peut faire mieux. Pourquoi? Parce que c'est encore un peu trop compliqué. Alors certes, on a spécifié la direction du champ électrostatique en étudiant les plans de symétrie. Mais maintenant, on va passer à l'étude des variables desquelles dépend cette composante, cette unique composante non nulle ER. Elle dépend a priori de R, de θ et de φ. Et ça, c'est encore un petit peu trop compliqué. Et c'est pas adapté à notre situation. D'accord? Donc, pour maintenant s'intéresser à la réduction ici des variables, à la suppression de certaines variables en fait qui ne servent à rien, on va passer à la dernière phase ici qui est l'étude des invariances. D'accord? Alors c'est à ce moment-là que l'on s'interroge sur le fait que notre distribution de charge soit invariante par translation selon un certain axe ou par rotation autour d'un certain axe. D'accord? Alors, si on regarde notre boule là, ici, d'accord? Cette boule, on est d'accord qu'elle est donc parfaitement sphérique. On a une densité de charge ici qui est censée être homogène, d'accord? Ce qui veut dire que cette boule, si j'imagine choisir un axe de rotation qui passe par le centre de ma boule et que je fais tourner ma boule autour de cet axe, nécessairement, je vais voir la même distribution de charge. D'accord? Ma distribution de charge, si je m'amuse à faire tourner ma boule, eh bien, je ne verrai pas la différence. Je vais voir la même quantité de charge au mètre cube, quel que soit l'angle de la rotation avec lequel je m'amuse à faire tourner ma boule. D'accord? Donc, cette densité de charge, okay, par nature, en fait, elle est intrinsèquement invariante par rotation. D'accord? On va l'écrire. Hein. Donc, cette densité ρ ici, elle est invariante par rotation. Alors, on va être un peu plus précis. Hein. Elle est invariante par toute rotation d'axe passant par son origine. D'accord? Ouais. Elle est forcément invariante par toute rotation d'axe passant par O. Maintenant, d'après le principe de Curie, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le champ électrostatique créé par cette distribution de charge doit avoir la même symétrie. Le champ électrostatique, d'accord, il doit aussi être invariant par rotation. Et s'il est invariant par rotation, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce vecteur ici, là, qu'on fait dépendre a priori de R, θ et de phi, s'il est invariant par rotation, ça veut dire que si je change par exemple mon angle θ, d'accord, je fais varier un petit peu mon angle θ, mon champ électrostatique ne doit pas changer avec la variation de θ. Et il ne doit pas non plus changer avec la variation de phi, parce qu'il est invariant par rotation, parce que la distribution de charge qui le crée est elle-même invariante par rotation. D'accord? Donc le champ électrostatique E, d'accord, doit être également invariant par rotation. Dit autrement, le champ électrostatique au point M, d'accord, ne peut donc pas dépendre, d'accord, il ne peut donc pas dépendre de θ ni de phi, d'accord, de ces deux variables angulaires ici. C'est pas possible, ce serait inconsistant avec le fait qu'ils soient invariants par rotation. D'accord? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette fonction ici qu'il reste ER, qu'on croyait être une fonction de R, de θ et de phi, ben, en réalité, ce n'est une fonction que de R. D'accord? Donc le résultat ici, hein, de cette analyse des invariances, c'est que le champ électrostatique au point M, d'accord, on savait déjà avec l'étude des plans de symétrie que c'était une fonction ici, que pardon, il y avait une seule direction qui était la direction selon ER, d'accord, il n'y avait qu'une seule composante non nulle. Bah, en plus, maintenant, on apprend que cette composante ici ne dépend que de la variable R, elle ne dépend pas de θ ni de phi. D'accord? Donc ça, on peut le réécrire, hein. Ce sera un peu notre point de départ pour la prochaine vidéo. Une composante ER selon le vecteur ER. D'accord? On quittera le monde des vecteurs colonnes, même si ça marche très bien aussi, hein, mais ce sera plus simple. D'accord? Donc ça, c'est un résultat fort, très fort, sans aucun calcul. En étudiant les plans de symétrie, on a été capable de déterminer la direction du champ électrostatique. En étudiant les invariances, on a été capable de déterminer les variables desquelles dépend ce champ électrostatique. Pour au final se ramener à une situation extrêmement simplifiée avec un champ électrique
dans la direction de ER seulement, et cette composante dans la direction de ER ne dépend que de la distance au centre de la boule, que de la variable R. OK? Donc maintenant, on est prêt pour la suite. Dans la prochaine vidéo, on va voir comment appliquer le théorème de Gauss.